de la prochaine heure, vous allez assister à des live démos de sociétés qui ont été sélectionnées sur des critères précis par le comité de l'Open World Forum. J'invite Stéphane Fermigier à me rejoindre. Il va animer cette session pour vous. Il va vous présenter des entreprises qui vont faire ces démos pour vous. Merci Aurélie. Donc si je pouvais avoir les transparents, ça serait super. Ou alors il faut que j'appuie. C'est bon? Non? Ok, donc je vais vous présenter la Demo Cup. J'ai un petit souci de retour. Je n'ai pas les transparents sur le prompteur. Donc la Demo Cup, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on organise maintenant tous les ans depuis 4 ans. Il s'agit de mettre en valeur un certain nombre de projets open source. Vous savez tous que certains projets évidemment ont une aura mondiale et assez rapidement. On peut penser à Linux, on peut penser à OpenStack, on peut penser à Hadoop, les projets dont on a énormément parlé ces 2 derniers jours au cours de l'Open World Forum. Et puis il y a d'autres projets qui sont parfois des projets métiers, donc qui sont plus hauts dans les couches applicatives, qui touchent peut-être un petit peu moins de monde, mais qui n'en ont pour autant pas un impact réel sur l'économie ou sur la société, suivant l'objectif final de ces projets. Et ces projets méritent aussi qu'on s'y attarde et méritent qu'on jette un coup de projecteur sur ce qu'ils apportent. Donc chaque année, on réunit un jury. Alors le jury cette année, il va y avoir 6 ou 7 personnes qui sont parmi les organisateurs ou les personnalités du logiciel libre. Donc Jean-Luc Raffaelli, par exemple, que vous connaissez tous comme vice-président de l'Open World Forum. Jean-Marie Chauvet, qui m'accompagne depuis 4 ans, je crois, pour organiser cette Demo Cup, qui est investisseur. Un autre investisseur qui est Alain Reva. Donc moi-même qui représente plutôt les éditeurs de logiciels libres. Laurent Séguin, président de la FUL, qui est l'association francophone des utilisateurs de logiciels libres, donc qui représente le côté utilisateur. Patrice Bertrand, que vous connaissez bien sûr tous comme président de l'Open World Forum et qui est aussi directeur général de Smile, donc un intégrateur qui représente le point de vue des intégrateurs. Et enfin Roberto, sauf que Roberto risque d'arriver en retard, auquel cas il ne pourra pas participer au débat puisqu'évidemment il ne pourrait pas juger des projets qu'il n'avait pas vus et qui aurait représenté, s'il avait été là, le côté académique, donc le côté plutôt recherche et innovation. Alors pour revenir aux finalistes, donc on a sélectionné 7 finalistes. Donc dans des domaines assez variés, du cloud, des applications métiers, des applications web, du collaboratif, de la gestion, de la voix sur IP, du matériel, du logiciel. Donc on va avoir quelque chose d'assez varié. C'est évident que pour le jury, ça va être très difficile probablement de choisir entre des projets aussi variés. On s'efforcera bien sûr d'être impartiaux. Vous vous doutez bien qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts. Aucun des membres du jury n'est investisseur ou n'est acteur dans l'un des projets qui ont été sélectionnés. La règle pour les finalistes, c'est 7 minutes. Vraiment, on va être sévère. Au bout de 7 minutes, on est obligé de vous couper. Donc il faut vraiment respecter de façon à ce que tout le monde soit traité de manière équitable. Le jury, ça va être très simple. Les membres du jury vont chacun voter pour les 3 projets qu'ils auront préférés. Et au final, on comptera les points. S'il y a des ex-aequo, on revote et jusqu'à ce qu'on finisse par converger sur les 3 vainqueurs. Voilà. Donc je donne la parole. Alors les critères, oui, c'est important. Les critères, sur quels critères on va juger les démos? Bon, il s'agit de savoir, d'essayer, en fonction évidemment du message que les candidats auront réussi à faire passer en 7 minutes, si le projet est innovant, s'il s'appuie vraiment sur une démarche ouverte, sur une démarche collaborative, en gros, s'il répond vraiment aux valeurs et aux modèles que l'on met en avant au cours de l'Open World Forum, et bien sûr, est-ce qu'il y a une chance que le produit réussisse sur le marché? Encore une fois, c'est un concours de démo, donc il y a un côté un petit peu, c'est des gens qui vont essayer de nous convaincre, qui ont un rôle d'acteur, de showman, comme on pourrait dire en français. Il faut faire le show pour avoir une chance de figurer parmi les vainqueurs. Donc bonne chance à tous.
J'appelle Carlo Daffara pour la première démo, donc avec un projet qui s'appelle Cloud Waivers, et comme vous l'imaginez, qui va concerner le cloud computing. Merci. So, thank you very much. It's a pleasure to be here, first of all. Thanks for the judges. But it's already a great opportunity to be here for me. One of the things that I would like to mention to you is that despite all the talk about the use of the cloud and the wide use of Amazon as a public cloud, in small and medium enterprises there's quite a shortage of adoption of cloud inside of the company. We are not talking about, let's say, simple virtualization. The potential of the cloud is the potential of having, if it appears somewhere, yes. It's the potential of being self-sufficient, of managing its own IT infrastructure, in being able to, let's say, handle yourself without the use of consultants. For this reason, we have aggregated a set of projects that are called OpenNebula, ExtremeFS, and so on, that came from the European research with quite a strong open source, let's say, community behind. And we are turning then into an instant cloud. It's a USB key. It contains its own hypervisor, its own operating system, everything that is necessary for you to have your own cloud in 60 seconds. I've just booted my notebook with the key inserted. It's and basically what you get is a web browser with everything already configured for you. If you take this key and you take the notebook of one of my colleagues down there, you will get another new node, another configuration that's perfectly adapted for that infrastructure. The nice thing of this system is that it requires basically no maintenance. It finds the other nodes on the network on its own. It is capable of adapting itself on the different conditions. And you already, you have your own, well, let's start a Windows machine. Why not? You have your virtualization platform, your cloud platform, really in 60 seconds. And the nice thing is that if your server fails, you remove the key and everything follows you to the next server. You don't have to reconfigure anything. It does include a distributed file system that shares your file across your network so that even if one or more of your server fails, you don't lose anything. And it is capable of doing this not only locally, but across a wide area network. So it's possible to create a geographic distributed disaster recovery configuration simply by creating a visibility for the P1 with the other. And that's it. It's fairly simple. The principle is that this is something that you can show to basically your accountant, and it can create your cloud in really 60 seconds. The aspects that are hidden behind, we have implemented features for high availability. We have created a version that is specific for data centers, that's capable of packing together all the virtual machines in the most efficient way, and they can shut down the servers that are not necessary anymore, so you can save power. We have created a version that is used in industrial control that support hard real-time properties, and it is used in the largest ceramic producers in Italy to control their plants. And if one of their servers fails, it really is transparent. It moves its VM to another site. They experienced no downtime since they started working on this. We have customers among civil protection agencies. They are basically the most life-critical infrastructure that you can get. But you got customers as well in the small accountants that discover that if their server fails, basically they are unable to work anymore. The second aspect that is interesting is the optimizer. When you have more than one node, or when you have a little bit of diagnostics about the machine that you are running, it starts collecting data and it starts to propose modification on its own.
This is exactly. This is the optimizer that is probing what the machine is doing. It's recognized this is a desktop, that I'm using a desktop VM, and the proposed improvement is 3%, because we are not proposing very large changes in configuration, because this can disrupt the guest virtual machine. The interesting thing is that the improvement is incremental. After 1 or 2 days, your virtual machine will go 20-30% faster, especially if they are single-load virtual machine, for example, a PostgreSQL database. One of our customers had a very large PostgreSQL database, several terabytes of it. They've moved from VMware to Cloud Weavers, and after 2 days, they got 45% faster. And the interesting thing is that they have not invested a single euro in optimizing it. The reality is that if we move, let's say, expertise from VMware or Citrix or Microsoft to somewhere else, we are not helping small companies. They will not be able to afford it anyway. What we are trying to do is creating something that can be used by really anyone and can be used as a basis, for example, for distributing software as a virtual appliance, or that it can be used as the basis for a growing infrastructure inside of data centers, inside of medium-sized companies, and so on. The other interesting aspects of this project is the fact that basically everything that is done through a web browser. Even the graphical interface is HTML5, so it can be used on an iPad if you want. And the other aspect is that really it allows you to partition your IT and delegate administration. One of the most important uses that we have found is that in lots of small companies, some of the internal IT is handled by external companies. For example, the ERP usually is managed by an external company. You have something like a VPN or something like a hole in the firewall to allow for updates and so on. With this, you can give to your ERP provider login and password, and you can make it sure that it can enter and manages only its own machine. It can reboot, it can update it. And you have all the features that make, let's say, virtualization interesting. Snapshot, the capability of returning back in time, and so on. It goes from one single machine, like this one, it's a single node, to our largest installation is 25 physical servers for a total of 60 cores and several terabytes of RAM. So it scales quite well. We believe it's a good project, and that's one of the reasons why we are giving back all the pieces and all the patches to the individual projects like OpenNebula, ExtremeFS, and so on, that allowed us to create this. Thank you very much. Thanks a lot. Merci beaucoup, Carlo. C'est vrai que d'être le premier, c'est pas forcément... C'est pas facile d'être le premier à passer. Donc le deuxième, c'est Bluemind, hein, une plateforme de collaboration, ce qu'on appelait il y a une dizaine d'années un groupware, mais je pense que ça fait plus que ce qu'on faisait il y a une dizaine d'années. Et donc Pierre Baudraco qui va nous présenter Bluemind. Merci Stéphane. Bonjour à tous. Donc, je suis Pierre Baudraco du projet Bluemind, projet que je vais maintenant vous présenter. Alors, je vais commencer par faire une présentation générale, qu'est-ce que c'est que ce produit et à quoi il ressemble. Et ensuite, je vais m'attarder sur 3 points clés qui représentent, à notre sens, des innovations. Donc, Bluemind, c'est une solution de messagerie collaborative. Nous allons sortir la première release stable à la fin du mois, donc après plus d'une année de travail, la 1.0. Pour cette première version, le périmètre était d'avoir les mêmes fonctionnalités avancées qu'une solution de messagerie collaborative solide du marché, comme un Exchange ou un Domino ou un Zimbra. C'est-à-dire, en gros, la gestion des emails classiques, le partage de contacts, de carnet d'adresses, le partage d'agenda, utilisateurs ressources, une administration graphique et la gestion de la mobilité. Par la suite, nous allons étendre le périmètre du collaboratif avec notamment
la messagerie instantanée, les espaces collaboratifs, la gestion intelligente des documents et des pièces jointes au message. Et avec notre principe de plugin, une des idées, c'est de faire un lien entre la messagerie classique et les applications métiers, c'est-à-dire arriver à interpréter des messages pour ensuite faire automatiquement des opérations dans les applications métiers. Alors je vais directement passer au produit. Voilà, donc là, je vois l'agenda. Donc le produit BlueMind, vous avez un bandeau dans lequel apparaissent les différentes applications. Messagerie, contact, agenda, administration. Donc l'agenda, le voici. Donc je peux naviguer, je vois en fait à l'écran là, l'agenda de différentes personnes. Je peux créer très rapidement des rendez-vous. Aller inviter une ou différentes personnes, ressources, de façon très simple. Chercher les disponibilités de ces différents objets. Voilà. Pour la partie agenda, pour la partie contact, donc on va gérer des différents carnets d'adresses qu'on pourra partager. On va gérer des contacts individuels ou des listes de distribution et tout ceci se synchronise avec les différents clients, évidemment web, mais aussi Outlook, Thunderbird ou autres. La partie préférences, dans laquelle je vais pouvoir définir mes différents abonnements, gérer mes partages. Par exemple, je souhaite partager ah oui, attendez, je vais sur mon agenda, ça sera mieux. Mon agenda avec Thomas Cataldo. Je prends Thomas, je vais dire que Thomas, alors l'écran est un peu petit, je scrolle. Voilà, Thomas, il peut modifier mes rendez-vous ou modifier mes rendez-vous ou gérer mes partages. Bon, voilà pour la gestion des préférences et la console d'administration qui va permettre de gérer votre système, donc vos différents domaines gérés avec les différents serveurs, services, où est-ce qu'ils sont déployés, vos annuaires, que ce soit les utilisateurs, je vois ici un utilisateur avec ses différentes données, ses partages, que ce soit des groupes, je peux ne voir que les groupes, par exemple, avec les différents membres, que ce soit les ressources, les boîtes aux lettres partagées, etc., etc. Donc voilà pour la présentation générale. Alors je ne vais pas montrer ici la mobilité, juste qu'on fonctionne avec tout ce qui est iOS, iPhone, iPad, Android, à mode push en synchronisation avec les applications natives, donc rien à installer, pour les emails, contacts et agenda. Et je vais maintenant plutôt m'attarder sur le côté innovation. Qu'est-ce qu'on pense apporter de nouveau avec BlueMind ? Alors, beaucoup d'innovations sont liées en fait à l'architecture de BlueMind. Une des premières innovations qui est très visible, et notamment c'est un grand retour qu'on a des utilisateurs, c'est la partie réactivité de l'interface. C'est-à-dire que là, dès que je clique, je navigue, ça répond toujours au doigt et à l'œil. Je crée quelque chose, c'est instantané, très rapide. Ça, plus une simplicité, une sobriété des interfaces, ont généré beaucoup de retours positifs. Et alors ça, c'est une conséquence de l'architecture globale de BlueMind. Pourquoi ? Parce que dans l'architecture de BlueMind, en fait, on a designé cette architecture de telle sorte toutes les applications, excepté en fait aujourd'hui le webmail, mais toutes les applications que je vous ai montrées sont des applications pure JavaScript qui tournent dans le navigateur et qui vont stocker des données en local dans le navigateur. Ce qui fait que l'application, pour faire son travail, pour venir afficher des données, elle n'a pas besoin d'un accès au serveur. Donc c'est pour ça que dès que je clique, ça réagit parce que tout est en local. Ensuite, pour récupérer, et je suis dans un navigateur, c'est-à-dire qu'on n'a rien besoin d'installer, on reste dans le navigateur. Pour récupérer des nouvelles données, l'application va interroger quand même, va synchroniser ces données locales avec le serveur à intervalles réguliers. Donc ça, c'est ce qui permet la réactivité. Autre conséquence de ceci, c'est que si je perds la connexion avec le serveur, donc là, comme tout est en local, je vais le forcer manuellement. Par exemple, je vais passer hors ligne. Eh bien, ce qu'il se passe, c'est que l'application ne va plus synchroniser son storage avec le serveur, donc je n'aurai pas de nouvelles informations. Mais par contre, je peux continuer à utiliser l'application qui continue de tourner alors que je suis dans un navigateur et je n'ai plus d'accès au serveur. Je peux créer des rendez-vous, etc., etc. Et quand la connexion revient,
eh bien, on a une synchronisation, voilà, là, qui est très rapide, automatique. Donc là, je l'ai géré manuellement. Quand vous êtes dans le train, vous êtes avec des connexions qui coupent. En fait, c'est transparent pour vous parce que l'application le gère tout seul. Donc, on continue à travailler. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième point clé pour nous, c'est que on sait gérer le mode web déconnecté sans avoir besoin d'installer des choses sur le client. Et c'est compatible Internet Explorer à partir de la version 8, Firefox, Chrome. Voilà. Dernier point que je souhaitais mettre en avant, et toujours lié à l'architecture, c'est que on a vu d'un côté les applications, qui sont des purs JavaScript, et les applications vont synchroniser avec le serveur. Le serveur, c'est un composant autonome qui gère toute la logique métier et qui va exposer toutes ces fonctionnalités via web service. Et même nos applications à nous, même la console d'administration, ne parle au serveur qu'en web service. Un corollaire de ceci, c'est que nous avons une API web service pour exactement tout ce que c'est faire l'application. Et nous fournissons un SDK qui va permettre d'exploiter cette API de façon très simple. Et donc, l'exemple basique, classique, vous avez un portail dans votre société, collectivité ou autre. Vous souhaitez dans votre portail venir afficher le nombre d'emails non lus, le nombre de rendez-vous en attente ou autre de la personne connectée. C'est 3 lignes de code dans BlueMind. Parce qu'on a l'API, les objets sont fournis. Tout l'aspect web service est transparent. On fournit des clients en Java et bientôt en PHP. Donc la troisième innovation, c'est cette grande ouverture. Il y a cette API, il y a aussi le fait que nous supportons les plugins côté serveur. Donc si vous voulez implémenter des fonctionnalités ou des comportements particuliers lors de la création d'utilisateurs, modification, lors de tout ce que vous voulez, c'est très simple. Si vous voulez implémenter des provisioning avancés qui vont venir mettre des droits, le répondeur, tout ce que vous voulez, c'est aussi très très simple. En fait, tout est exploitable par script ou programme. Nous avons les plugins côté serveur et dernier point, nous avons aussi intégré un MOM, Messages Oriented Middleware, qui va permettre de notifier des applications externes de tout un tas d'événements qui se passent dans BlueMind. Donc une application métier autre qui n'a pas besoin ou qui ne veut pas écrire de plugin dans BlueMind ou autre, elle peut quand même venir écouter et être notifiée de l'arrivée d'un nouvel événement ou autre. Ok, merci Pierre. Next speaker is from Hippo. Yeah. Okay. So Hippo, c'est un CMS, un gestionnaire de contenu, et on va voir quelles sont les innovations que ce CMS apporte. Okay, let's start. Thank you. Okay. My name is Tjeerd Brenningmeijer. I'm one of the founders of Hippo. Hippo is an open source content management system. It's Java-based. Our foundations are lying within the Apache Software Foundation. This is our website, which I just tested the web with. I'm going to do a lot of clicking around, as I wasn't allowed to do anything with a PowerPoint or a Prezo. I just want to show a lot of stuff. And the idea behind Hippo is that we're not a page-driven system. So there's a lot of content management systems out there which looked at the web as being a sort of a single page, and you build up a website based on a lot of pages, where we say, no, it's all about content and reuse of content. And that has always been the foundation of our software. And that's what I want to show you next to the priming materials. So I'll log in to our system. And of course, the system is multilingual, but I log in just in the language I'm speaking. And I will see the interface of the CMS. At the same time, I'm having a website here which is multilingual, has a French, a Dutch, a Spanish, and a Chinese, Russian, German, all kinds of different languages there, but I will stick to the English as that's my sort of most familiar language, or Dutch, but then I don't have a big audience anymore. So what I will do is I will create a product here, and I will just say, okay, we have demo cup. And I will choose a category. Let's choose gadgets. And what I will see here now is a document opens up. So not a website. I'm actually inside this document, and I'm typing some stuff in here. And I prepared this Word document, so we'll put in an introduction, put it in here.
And I put in a description, which is sort of the body text. And what I do is I paste all this content in there. And what I see here now is, oh, there's a lot of all these different colors and there's a table in there. But when I save it, it will clean down all this material around this content. So it just cleans out, so it's properly content which can be reused on an HTML page, but it can also be used in mobile on other channels which I will show. And then I will attach an image to it. And I had prepared an image. Of course, I prepared the cup. I got a little sneak preview around it, what it's going to look like. Okay, and I press save and close. Of course, I can do a lot more here. I can translate the document, and then the translations will be there in different languages. But what I will do is I just publish it instead. So I publish this document, and now we'll check this document on, first of all, do it on the website. And what I will see here is I see this new document appear here, the introduction over here, and an image next to it. And what you will see here is when I go to the article, it's a clean article, and of course the Hippo is really going for it. And I see it in a different size there. And actually when I go towards the mobile website, let's just check it over here, I see an image in a different size. So all this content is used in a different manner in the mobile space. And what you will see here as well, in the mobile website, I just show the products and the events. I'm not showing all the other content around it. And the change languages are sort of hidden. So you show your content based on the device that people are using it for. So this is just 2 channels I was showing you. And when I go to the channel manager, I can also look at the Facebook as a channel. So here I look at a Facebook page which has been created, and I can edit the template. And what I will do is I change this nature friend into an open source world forum friend, and I press OK, press save, and do a save and close, and a publish template. And what you will see here is that you now have on your Facebook page, this is actually my real Facebook page, you can see the content presented in a way, in a complete different format and a different channel, actually being a Facebook page. And that's still the same content, so it has the same content. So also when I will change the content, I will change it on one location. So when there is an error in it, you keep your brand consistency all across all your channels. And as I thought this is an open source conference, I thought I can also go into the more a bit geeky stuff, and which I think will be becoming really, really important, and that's the whole REST browser. So what I can do here is I can execute a REST browser, and I get a whole XML feed from the same content, or I can actually say, give me the JSON query. So what you do here, you have a system which is capable of sharing this content across all these different channels, and that actually other developers can build stuff on top of it. So this is actually being used, for example, by a lot of government agencies which say our content is available for everybody who wants to use it. So actually other companies are building websites based on top of their content. So it's a new paradigm of looking at not maintaining websites, but actually looking at maintaining content management. My time is up. So thanks everybody, and I hope you enjoyed. Le prochain projet à passer, c'est DocDocu. Donc, let's start. Bonjour tout le monde, je suis Florent Garin, cofondateur de la société DocDocu. Je vais vous présenter notre produit DocDocu PLM. Donc PLM, ça veut dire Product Lifecycle Management.
Donc il s'agit d'un logiciel dont le but est de regrouper l'ensemble des données autour d'un produit, donc un produit manufacturier la plupart du temps, mais pas que. Donc le but du PLM, c'est ça, c'est de centraliser les données et de gérer le produit tout au long de son cycle de vie, depuis la conception jusqu'à la mise au rebut. Donc je vais vous faire une live démo, donc vraiment live démo parce que je vais taper sur un serveur sur Internet, donc j'espère que le Wi-Fi est de bonne qualité. Donc je vais me loguer. Alors, une fois logué, on peut voir quoi? On peut voir un bandeau en haut, où on a d'abord le premier élément. Je peux voir l'ensemble de mes workspaces. Donc, en fait, l'espace de travail, c'est le contexte global hein, de plus haut niveau. Donc, pour l'instant, j'en ai qu'un, qui est le contexte Airbus. Ensuite, je peux voir l'ensemble de mes produits. Donc là, il y en a un, l'A400M, qui est l'avion militaire. Et après, je peux voir mes documents. Donc, la partie documentaire est relativement classique. Hein. Il y a des répertoires, à l'intérieur, il y a des documents gérés en configuration, il y a des workflows, on peut se brancher sur des moteurs de workflow tiers. Bon, je ne vais pas insister longuement là-dessus, c'est un document management des plus classiques. La petite spécificité, c'est qu'on a respecté les terminologies et les standards liés à l'industrie du PLM, mais il n'y a rien de bien nouveau, on va dire. Donc, je vais aller cliquer maintenant sur la partie produit. Donc, la partie produit, on va pouvoir, là où il y a énormément d'innovation, c'est cette partie. Donc là, j'ai cliqué sur l'A400M, qui est l'avion militaire donc d'Airbus. Ça prend un peu de temps, ça va se charger, ça y est, ça s'est chargé. Donc, à gauche, là, vous pouvez voir la product structure, donc la décomposition du produit. Donc, le nœud de plus haut niveau, c'est simplement l'avion lui-même, l'A400M. Et là, ensuite, vous voyez, hein, c'est arborescent. Vous avez les éléments, donc le moteur, les ailes, etc. Donc là, j'ai cliqué et on voit que dans la partie de droite, je vois ce qu'on appelle la DMU, la Digital Mockup, donc la maquette numérique. Donc, l'innovation majeure, elle est là. Là, je suis dans un navigateur, tout ce qu'il y a de plus classique, Chrome, un navigateur moderne, mais je peux voir le produit sans aucun plugin, uniquement en JavaScript, uniquement avec des technologies standards. Donc là, je peux le bouger avec le trackpad, avec 3 doigts, je peux faire bouger l'avion. Avec 2 doigts, je peux faire la rotation. Hop. Je peux zoomer vers l'avion. Vous voyez, je peux complètement naviguer et voir mon modèle librement. Aucun plugin, que du JavaScript. Donc, c'est extrêmement innovant parce que c'est extrêmement compliqué de faire ça, parce que quand on parle de maquette numérique, c'est beaucoup plus exigeant que le jeu vidéo. Il y a énormément de parts. Un A380, c'est 1 200 000 parts. Donc, énormément de parts. Et ça pose beaucoup de problèmes de performance, d'une part, et de mémoire. Côté Chrome, le moteur JavaScript de Chrome est limité à 1 giga 4. On ne peut pas allouer plus de mémoire. Donc on a dû faire énormément d'optimisation. On fait du chargement, des optimisations de type level of detail. On fait du chargement-déchargement en fonction de l'endroit où on se trouve. Vous voyez la pointe avant, elle existe dans plusieurs qualités. Si je m'avance, automatiquement, hop, vous voyez, je bascule dans une qualité plus grande. Donc, grâce à l'ensemble de ces optimisations, on arrive à afficher des modèles aussi complexes que celui-là. Donc, on peut bien sûr avoir de l'interaction entre la partie à droite et cette partie-là. Là, je peux masquer, afficher le nez de l'avion. D'accord ? Donc là, je vais l'afficher. Je peux créer, vous voyez, des layers, à l'instar de... Je vais créer, par exemple, des layers. Exactement ce qu'on peut faire avec Google Maps. Donc là, j'ai créé clashes. Donc, je peux mettre des marqueurs. Donc, les clashes, c'est les bugs de design. Donc, fréquemment, c'est des problèmes d'assemblage entre deux parts, entre deux pièces. Donc là, je peux en mettre un certain nombre. Je peux créer mes layers comme je le veux. Hop, je peux mettre une description. Donc, exactement comme
Google Maps, je peux mettre mes éléments, je peux masquer et afficher exactement comme Google Maps. Donc, je vois que le temps file. Je peux faire quoi? Je peux rechercher des parts, je peux filtrer des filtres métiers, attach chapter. Attach chapter, c'est une notion métier où chaque part est ventilée en fonction de sa fonction. Donc, c'est une norme dans l'aéronautique, donc du tubbing, de l'électrique, etc. Donc, je peux faire des filtres métiers, je peux masquer, démasquer, comme je vous ai montré tout à l'heure. Je peux également voir la BOM, Bill of Material, donc c'est la recette de cuisine pour fabriquer l'avion. Et je peux également communiquer, exporter. Donc là, je vous fais une petite démonstration, exactement comme ce qu'on peut faire sur YouTube ou Dailymotion, où on peut publier une vidéo. Là, je pourrais publier, je vais vous montrer, hop, je vais aller là, je suis simplement sur Blogger. Donc je vais faire un post, mettre OK, this is the post from the demo cup. Find below the model I presented. Et là, automatiquement, je publie, je peux partager sur Google+, et je peux voir le modèle. Exactement, il est là, inclus. Vous voyez, exactement comme une vidéo que je peux partager sur le net. Là, c'est mon modèle. Je vois que c'est terminé. Merci. Ok, merci beaucoup. Candidat suivant, c'est Xivo, donc un projet dans le domaine de la téléphonie avec du hardware. On aime, bon, c'est bien d'avoir du logiciel, mais on aime bien avoir du hardware de temps en temps quand on fait la démo cup. Donc voilà, parfait. Okay, thank you very much. I'm Xavier Carcel. I'm the hardware manager for Avencool. It's a voice over IP French company. We develop software and hardware. Sorry, I have a call. Welcome to the 2012 Open World Forum. Je voulais juste vérifier. I wanted to check that the hardware is still working. So it's okay. Basically, we developed solutions for small and large, medium and large enterprise. And in the hardware product division, the first project we have is to develop an IPBX. IPBX stands for IP and PBX all together. Now voice over IP is a lot using IP networks. So in a few keywords, this project aims at developing a SOA open hardware IPBX based on an x86 platform. From Intel, it's a system on chip called TOLAPI. You will find lots of things inside. Remember that it's an x86, so you can install everything that you know on usual x86 on it. On the software side, we wanted to open everything also, so we replaced the classical BIOS to an open BIOS called Coreboot, plus Linux, plus Asterisk as the call manager, and Xivo on top, which is the configuration and server and client-side software that we develop. There is digital and analog devices interfaces on it. It's made locally. I don't want to say only made in France. We are French, we have French customers, so we made locally in France. And finally, this is not software, this is hardware, and in the open hardware world, the license policy is not exactly the same, so we would like to use a trademark called OHonda that I will describe in a few moments. So first, I just wanted to list some situations that we had in the telecommunication world. Telecommunication were lots of closed software, and in the hardware, the situation was even worse. So I've listed a certain number of closed hardware projects that we have been using in the industry, from PBX, analog interfaces, digital interfaces, frame buffer, and JSM, which has been very closed.
Now on the other side, we have now a number of open hardware projects. I can name Auslec from David Rose in Australia, I can name Village Telco, ISDN, and lately I can call the Osmocom project from Harald Veld in Germany that is now shaking lots of things in the GSM hardware world. The idea of the project was not only to develop an open hardware platform, but also to document how we did it and to hopefully help the following project that would like to develop hardware in France or elsewhere by giving them information about how we developed that from the prototyping to the production of the product. So you can find a certain amount of information on our blog, blog.xivo.fr, documentation page. That's where we will publish the hardware files, the software files, and the wiki, and the publications, of course, of the design production files, which stands for the open hardware projects. All that is under the umbrella of Honda, so that's the kind of trademark. When I say trademark, I mean that hardware is based on some specific files, CAD files, schematics, Gerber. We are not talking about code source, so a trademark stands more for hardware. Remember, like a label, like tomorrow you go in a shop and you want to buy two products, two IPBX. One is closed source and the other one has this small label, Honda. You know that it's open hardware, you know that you can find the documentation, you can maybe contact the designer. That's the goal of this trademark. To go a little bit in the technical part, basically an IPBX is a mix between an old PBX, analog, and digital on the right side. So we have 4 ISDN interface. In France, the telco service is Numéris from France Télécom. And FXO, FXS are analog lines that you can usually find called RG11 on a network. On the other side, that's purely a motherboard where you can use voice over IP, 3 Giga Ethernet connectors, SD, HDD. We have a SATA controller, so we can put SSD, and then the SOC in the middle that makes all the system running. This is a footprint of the 3 Gerber that we used to develop that now are merged on the design that I show you today. The analog, the motherboard parts, and the digital parts designed separately and then merged into one single product. I was talking about Honda. We are very careful in the software, but even more in the hardware about the license that can protect the project and the product. Like I said, Honda, imagine that like a label, like in France we have a label bio when you want to buy bio products, organic products. Honda will be a cluster where you can register your project. So we are the project, we have a Honda key. With this key labeled on the product, you can go back on the websites and you can come back to the project documentation and even more, contact the designer if you want to make a partnership, modify some stuff. That's where you go. On the software side, like I said, we start the system. We have a processor, we have a CPU, we need to boot it. We boot it with Core Boot, then Linux, then a user space with Asterisk running on it. Just a screenshot of the Honda product page a few days ago. You can see that some products are already mentioned that. I like the CryptoStick from Germany Privacy Foundation or the Open Moon project. The CCC from Berlin would like to send a space shuttle in the moon in open hardware. Finally, I just wanted to make a demo. Basically, the system booted, and at the end of the boot, I just made a call to the digital phone with a message there behind that was displayed. And that's over. Thank you very much. Next speaker is Silver Peas. Metal fucking kicks ass! Okay, so we're Silver Peas, and we welcome you to the jungle. So Silver Peas is a collaborative platform that is
used to build intranet, extranet, and many communities. So today we will talk about something very serious, and we will talk about Metal. So how to build a Metal community. Metal! So CLOPs, you've got what we call spaces or workspaces. So for example, here we've got the lower intestine, but also the green score boudoir, the emo congregation, not very metal, and your space, which is a kind of MySpace, but for metal only. So here, for example, each band has its own workspace to share content with its fan or with itself. So for example, Cassandra's When's Girl, she's got a space and where she can plan for a next album, or to share files with the gigs, with the band, about the tabs for the guitar or the lyrics. And of course, she's got a calendar to tell the friend and notify them about the next gigs. So let's go back to lower intestine, where all the stuff happen. Okay, so here we've got 6 applications. CLOPs is delivered with 30 ready to use application. Too much metal. So for example, here we've got a picture, an image gallery, where we can share and put some content. Qu'est-ce qui s'est... Sorry, it's going to be hard. So for example, we've got covers, and we've got official photos, and of course, less official ones. So for CLOPs, for example, you can easily drop content. So let's go and take a photo. So Iron Maiden will be touring in Europe next year, and since after Mondays next week, you will be able to buy a ticket for the Paris concert. So let's copy and paste directly. This works on EO6 because it's an applet. And of course, here we've got the official poster. And so next to this, we've got also document management applications. So for example, this one, which enables us to talk about the BIOS. So we've got some small bands like Motorhead, Metallica, etc. And so let's look at Iron Maiden, for example. Okay. So as you can see, for the devil sends the beast with wrath, because he knows. You have the discography, you can play videos, and you have the history. Of course, you got the fucking lyrics, and they are grouped by alphabetically, so you can get some songs from Iron Maiden, from Metallica, etc., etc. So we've got all this content from different sources, and one of the things that we need is to be able to access this content in different ways. One way is to use this hierarchy through spaces, components. Another way is to use taxonomies. So in CLOPs, we are using semantics to help you find your content. So for example, here we've got 3 taxonomies according to 3 different axes. One about style. Sauf que... Sorry. Okay, so here you've got the different metal style, which is each type of band. And in parentheses, you have the number of documents that are related to the content. So let's say that we want RDFM. Because I wanted to conclude, and well, I will say it at all, but we've got also clustering. So with machine learning, we can cluster content. So for example, if you are looking for Metallica, you'll get the cover around with the lyrics. And of course, we got automatic classification. So as I've tried to show you that we've got taxonomies, but when you put content, it will be parsed and automatically put to the corresponding taxonomies. Sorry for the demo. Merci.
Il nous reste plus qu'un seul candidat. C'est vrai qu'on arrive déjà à la fin. On aimerait en voir d'autres comme ça. Mais donc le dernier, je ne sais pas si ça va être aussi rock'n'roll. En tout cas, ça va être plutôt dans le domaine de la compta, si je ne m'abuse. Donc Dolibar. Hello everybody. I'm Laurent Detailler. I'm the project leader of Dolibar. So I will present you what is Dolibar. So first, Dolibar is an enterprise resource planning and a customer relationship management. Well, this means it's a software to manage all resources of your company. It can be your customers, your suppliers, your products, your invoices, your planning, but also proposals, or if you want to manage projects, if you want to manage also the holidays of your employees. All these things, Dolibar will do it inside only one software. So it's a software developed for small and medium-sized companies, freelances, or also foundations. It is developed and promoted by a non-profit organization, the Dolibar Association. And philosophy of project is 5 words. First, it's easy to install. Second one is easy to set up, easy to upgrade, easy to use, and the last one, easy to extend. Well, easy to install. So along the installation of Dolibar, that's a very important difference between all other ERP and CRM software, is that you don't need any technical knowledge to do everything. This demo will show you can install it with absolutely nothing. You are on a Windows platform from scratch. No database, no PHP is installed, and everything will be done with the assistant. So you can see here that we install Dolibar, but also MySQL and PHP and Apache Server. Now the web server is launched. Okay, installation is finished. And now we are on the wizard assistant. And all we have to do is next. Great. Now the database is created and all data are initialized. And the last step is to create our user and password. And all the system is installed. The web server, PHP, the database, and of course the software. Well, easy to set up. So let's see how easy to set up. You go into the software and automatically you have the 2 steps you have to do to set up the software. Okay, so the company and country is enough. And the last step is to choose which features you want. So, for the demo, I will only choose few features. I want to manage third parties, so customers, for example, but also contact. I want to manage my invoices. And I want to manage products. That's all. As you can see, products appear one by one, and you don't have any feature you don't want. Now, but what about upgrade? It is an ERP CRM is an important software, and we need to make upgrade. Upgrade is like installation. Everything is done automatically. So we already see the demo. To install, it's the same for upgrade. To use, well, what is for you the average learning curve to learn an ERP and CRM software? Well, with Dolibar,
you have only need to 1 hour to be able to build an invoice. Then, last step is easy to extend. So to extend the software, all you have to do is deploy a directory into the Dolibar directory, and you change your RP-CRM. Voilà. So it's finished. So this is in summary the Dolibar characteristics. So, but the main important characteristic is everything is done to be easy. Thank you very much. Merci beaucoup. Bon ben, un grand merci encore à tous nos finalistes. Le jury va délibérer, donc vous avez les gens très sérieux du jury qui sont en train de discuter. En attendant qu'on arrive à une décision finale, j'invite, il y avait des gens qui devaient venir sur la scène. Voilà. Donc Étienne Julio de OBO et Ludovic de XWiki, qui sont des anciens vainqueurs. Installez-vous sur les chaises. On va prendre 5 minutes juste pour discuter. Donc vous êtes des anciens vainqueurs de la Demo Cup. Vous avez participé, je ne me souviens plus en quelle année, mais vous vous en souvenez certainement beaucoup mieux que moi. En 2 mots, quels sont vos souvenirs? Est-ce que vous aviez vraiment travaillé pour faire la démo, ou est-ce que c'était venu comme ça en live, premièrement? Et puis deuxièmement, qu'est-ce que ça vous a apporté en tant que business et puis en tant que personne de gagner cette Demo Cup? Alors c'était il y a 2 ans. Oui, on avait bien travaillé sur la démo, on avait montré pas mal de différentes fonctionnalités innovantes dans le produit. Et en termes de ça apporte surtout de la visibilité, beaucoup de visibilité, de la crédibilité pour le projet. Voilà, c'est ça l'élément le plus important. Moi, sur la première partie, sur le travail pour la présentation, donc on avait présenté Axeleo, qui était un outil pour fabriquer des générateurs de code. Et en fait, je m'étais amusé à faire et refaire le discours et la démo à ma femme, qui connaît rien du tout en informatique, si ce n'est OpenOffice ou deux, trois trucs dans le genre, jusqu'à ce qu'elle arrive à comprendre. Je l'ai fait au moins 7 ou 8 fois jusqu'à y arriver. Et en fait, c'est à ce moment-là que finalement j'ai eu le bon discours, changeant à chaque fois le discours pour que des gens, pas forcément techniques, qui connaissent pas ce domaine-là, puissent comprendre. Et je trouve que c'est un bon exercice que je conseille à tout le monde quand on doit expliquer une techno, c'est d'essayer d'expliquer à quelqu'un qui n'y connaît rien en informatique, pour réussir à comprendre ça. Et nous, ce que ça a apporté plusieurs choses concrètes. Déjà, dans le membre du jury à l'époque, il y avait une personne qui était le directeur technique de Capgemini Group, donc au niveau français et mondial. Jean-François Kainen, qui, après avoir remis le prix, est revenu nous voir en disant « mais c'est sympa ce que vous avez fait, on pourrait se voir en dehors ». Et depuis 2 ans, Capgemini, c'est un de nos partenaires, et on a maintenant un partenariat au niveau français global avec eux, et ça est en bonne partie grâce à Open World Forum. Et sur un autre aspect, c'est une reconnaissance, comme tu dis, à l'extérieur. Alors c'est toujours difficile à mesurer les retombées de ce type d'événement, mais en tout cas, ne serait-ce qu'en interne dans la boîte, ça a été la fête après à l'intérieur, prix des pots, etc. Et c'est d'un point de vue stimulation, d'un point de vue plaisir du travail en intérieur, c'est vraiment, ça fait plaisir d'être reconnu, quoi. Ah, merci, oui, c'est vrai que c'est un travail d'équipe. Le développement du logiciel libre, en général, c'est vrai que les équipes sont fondamentales. Ludovic, toi qui es dans le collaboratif, effectivement, tu dois également énormément apprécier cet aspect-là du travail. Et globalement, au jour d'aujourd'hui, XWiki, tu en es où ? Alors oui, c'est vrai que le produit qu'on fait, qui est une plateforme collaborative, un partage d'informations, est très en ligne avec les valeurs de l'open source. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve toujours chez nous. C'est ce lien en fait à ce qu'on apporte à nos clients, les faire partager, les faire travailler de façon collaborative. C'est finalement des choses que nous, en tant qu'acteurs open source, on fait tous les jours. Et d'ailleurs, l'open source nous sert comme argument aussi, comme pour expliquer les bénéfices que la démarche collaborative peut avoir. Pour ce qui est de la société XWiki et du projet XWiki, ça se développe bien. On est très content des évolutions des 2 dernières années. On a lancé en fait
un nouveau module d'XWiki qui est extrêmement intéressant, qui s'appelle App Within Minute. L'objectif, c'est en fait de créer une application structurée de partage d'informations en quelques minutes avec notre plateforme. Donc c'est une grosse évolution pour nous parce que c'est une démocratisation des fonctions qui existaient dans notre produit. C'est-à-dire qu'il était possible à partir du moment où on avait une compétence technique et qu'on rend accessible à un utilisateur beaucoup moins technique qui peut de lui-même utiliser des fonctionnalités très avancées, de la puissance du moteur par une interface très simple. Et ça, c'est un gros axe. Ça nous aide beaucoup à montrer la capacité du produit aux utilisateurs et ça nous aide au développement. Okay. Merci. Est-ce que le jury est... Encore, bon. Écoute, Axeléo, alors, OBO, à part Axeléo, est-ce que vous avez d'autres produits ou est-ce que Axeléo, c'est vraiment le produit phare sur lequel vous avez ensuite tout le business qui est construit autour? Alors, moi, je me suis bien retrouvé dans le discours de Patrice de ce midi, qui expliquait que... Vas-y, discute. Qui expliquait que quand tu fais une technologie, plus elle est documentée, plus elle est facile à utiliser, et plus apporter du support, des choses comme ça, c'est difficile en fait d'un point de vue business. Donc nous, on a choisi de continuer à aller toujours plus loin, à innover et à créer des nouveaux produits, et on a fait en gros 2 étapes. C'est-à-dire qu'en plus des outils pour fabriquer ses propres générateurs, on se rendait compte que les utilisateurs étaient bloqués par des outils de modélisation qui leur imposaient des façons de travailler, qui leur imposaient des standards et autres. Donc on a pris la même option que sur Axeléo, c'est-à-dire de fabriquer des outils pour que les utilisateurs puissent eux-mêmes concevoir leur modeler et puissent eux-mêmes fabriquer les propres vues qu'ils peuvent voir. Donc c'est l'approche DSL, pour ceux qui connaissent, mais appliquée au modeler graphique. Et la deuxième étape qu'on a fait par-dessus, c'est de lancer une offre d'architecture d'entreprise basée sur l'open source, basée sur tous les standards ouverts. Et c'est quelque chose donc, qu'on a lancé en début de cette année, donc assez récent, et on est assez content parce que c'est un côté un peu troublion, comme il y a pu y avoir avec Free dans le monde du marché quand ils sont arrivés, un marché qui était assez stable. Ce marché de l'architecture d'entreprise, c'est un marché qui était assez verrouillé par des très très gros éditeurs, et on arrive avec une solution qui casse un peu la technologie avec des choses qui sont vraiment très différentes, qui permettent de connecter des choses existantes, d'automatiser beaucoup de choses, être beaucoup plus agile au final. Et avec une approche basée sur des formats ouverts, on pense que ça va vraiment faire bouger les murs sur ce type d'usage de l'architecture d'entreprise. Ok, encore félicitations pour vos succès passés. Et pour les nouvelles lignes de produits, nouvelles gammes de produits que vous êtes en train de lancer, j'ai l'impression que le jury a arrêté de discuter, donc on doit être arrivé à converger. Je pense qu'il est temps maintenant de procéder à la remise des prix, aux félicitations, non pas aux anciens vainqueurs, mais aux nouveaux vainqueurs. Bon, alors voilà un moment un tout petit peu plus difficile qui est celui de l'attribution des récompenses. Le jury a évidemment un travail extrêmement difficile dans les circonstances que vous connaissez. Toutes les présentations étaient absolument excellentes, sidérantes pour certaines. Le jury a pris le temps de les évaluer à leur juste valeur en fonction des critères qui vous ont été indiqués. Les enveloppes ont circulé comme il convient dans ce genre de dispositif. Et je voudrais appeler donc sur scène le premier gagnant de la Demo Cup, Doc Doku. Merci beaucoup. Je suis très, très heureux d'avoir gagné. Je suis très content de faire partie de la grande famille des beaux projets open source. On a pris beaucoup de plaisir à faire le soft, donc j'espère que ça vous a amusé de le regarder. En tout cas, je suis vraiment très content pour toute l'équipe. 7 minutes, ça passe très vite. Il y a plein d'autres choses que j'avais envie de dire, mais bon, il faut faire un tri et c'est l'exercice. Voilà, je suis très heureux. Merci beaucoup. Merci.
Merci. Donc, premier vainqueur, donc, il en reste encore 2. Le suspense est à son comble. Le deuxième vainqueur est Blue Mind. Eh bien, merci beaucoup au jury et à tout le monde. J'espère que ça a été plaisant. Je suis content de rejoindre aussi mon collègue et confrère toulousain, puisque DocDocu et Blue Mind sont des sociétés toulousaines. Donc bravo. Et puis voilà, c'était plaisant de participer, c'était très sympa et je pense que c'est vraiment une belle cérémonie ou un beau concours pour mettre en avant des projets. L'exercice n'est pas très très simple à faire, comme disait Florent, mais en tout cas, merci et c'est bien de faire ça. Merci beaucoup. Et le troisième vainqueur est One Hippo. Jared, come up on stage. Thank you. Congratulations. Thanks. Yeah, merci beaucoup. Then I switch back to English again. I understand my bribing worked, so that's a good thing to learn. No, thanks a lot. Really means a lot when you get something during the Open Source World Forum. I always enjoy this conference, and it's a big gathering of a lot of people which share the same minds. So thanks to the jury. Thanks to the public, and as I heard probably early on, 7 minutes is really short, but it's a joy to join the cup. So thanks a lot. Voilà qui conclut la Demo Cup et la journée d'aujourd'hui. Je voudrais rappeler tous les lauréats et tous les candidats de la Demo Cup à venir sur scène. Every candidate and all the laureates of the Demo Cup can step up on the stage pour une séance de photos digne du Festival de Cannes. N'oubliez pas les perruques et la musique, s'il vous plaît. Venez. Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir, on peut s'installer. Deixa muita mulher calcada e tudo que é homem babando. A noite ela é uma estrela, ou busca o brilho da luz.